diapo à l'écran. Ah, je vois que cette séance aussi est enregistrée. Donc, c'est un plaisir en tant que secrétaire exécutif de Cabri de vous souhaiter la bienvenue. Aujourd'hui, nous avons déjà indiqué que nous avons un plan stratégique nouveau. Preya vient d'en parler, donc en tant que Cabri, et c'est un nouveau domaine de travail pour nous. Et il s'agit bien entendu de la gestion des finances publiques numérisées. Et je souhaite la bienvenue à cette session. Et puis, comme vous l'avez vu, Cabri, c'est donc l'initiative collaborative pour la réforme budgétaire en Afrique, Cabri, et nous lançons un nouveau domaine de travail pour soutenir vos pays membres et le continent. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est commencer ce parcours de gestion des finances publiques numérisées. Et puis, on va discuter de IFMIS, de la SG, euh, et aussi bien donc de discuter des différentes plateformes. Et j'aimerais aussi bien dire bonjour, aussi bien et saluer parmi nous la Fondation Bill et Melinda Gates qui nous ont aidés jusque-là, ce qui est très apprécié. Bienvenue donc à nos participants, bien entendu, et j'espère que vous pourrez nous fournir vos contributions aussi bien pour que à l'avenir, nous puissions nous améliorer et mieux faire notre travail quant à ce sujet, ce qui nous aidera tous. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, Cabri est une organisation internationale qui inclut les pays en Afrique, donc 17 pays actuellement qui sont les membres de Cabri. Et on sera ravi d'avoir ou d'accueillir davantage de membres. Donc, si vous voulez avoir des informations sur comment vous joindre à nos programmes, veuillez ou joindre Camille, veuillez nous contacter. Et nous travaillons surtout sur le travail des ministères des Finances pour soutenir les ministères des Finances par rapport au système et par rapport au renforcement des capacités. Et nous espérons nous accroître davantage. Et comme le démontrera notre plan stratégique, j'aimerais vous rappeler que Priya, la directrice du marketing de la communication, a indiqué que cette session est enregistrée et peut-être que vous serez ensemble avec un ou deux collègues du ministère des Finances et sinon, peut-être avec d'autres collègues, vous pourrez partager l'enregistrement de cette session. Et nous continuons à évaluer par rapport au programme que nous proposons et on étudiera aussi bien la manière dont on approche certains sujets et nous ne sommes pas donc là uniquement pour enfin, ce qu'on fait par rapport à notre travail. Ce n'est pas donc d'avoir des lignes directrices avec des étapes pour les pays. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas non plus. On n'écrit pas ce n'est pas seulement académique. Ce qui nous importe, c'est la pratique pour savoir ce qui fonctionne et on apprend les uns des autres. Prochaine diapo. Par rapport à la GFP, nous avons déjà réalisé du travail avec l'IFMIS et vous pourrez le voir sur le site web. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'IFMIS et nous allons aussi bien discuter de l'initiative GFP et nous reconnaissons que les ministères de Finances, par rapport à leur mandat, sont très occupés et nous savons aussi bien que l'IFMIS devra mener à d'autres systèmes et d'initiatives de réforme. Ce que l'on fait à cet égard, alors que nous travaillons ensemble,
par rapport à l'approche de Cabri, c'est certain que nous avons déjà démontré des résultats, c'est-à-dire que nous utilisons l'approche itérative axée sur les résultats et ce qui se focalise sur les défis, par exemple, que nous voyons par rapport à la fonctionnalité de vos systèmes GFP, par rapport à vos réformes aussi, dans vos pays respectifs. Concernant ces changements, nous parlerons des différentes fonctions sur lesquelles on va se focaliser. Et je le répète, c'est itératif. Vous pouvez donc aussi bien adapter cela et par rapport à ce qui fonctionne. Je vous rappelle donc le système IFMIS en anglais, c'est donc la CIGIF, c'est-à-dire le système intégré de gestion de l'information financière en français. Et comme nous le savons, dans ce domaine, nous allons parler aussi de la technologie numérisée, de l'expertise du numérique et du GFP pour pouvoir trouver des solutions pour nos populations, c'est-à-dire que les ministères des Finances pourront mieux utiliser ces systèmes à bon escient pour les citoyens. Prochaine diapo, je vous prie. La GFP numérique a beaucoup de potentiel et aussi bien une étendue assez vaste. Alors, particulièrement, nous aimerons donc commencer, enfin certains pays ont déjà commencé, alors la CIGIF vous permettra de faire des enregistrements et d'établir des rapports par rapport aux transactions de manière plus rapide. Et dans certains cas, cela vous permettra aussi bien de prendre des décisions plus rapidement pour les décisionnaires des politiques qui sont à l'avant-garde, n'est-ce pas, de tout ce travail que nous voulons faire. Et comment est-ce que nous pouvons utiliser la CIGIF de manière plus efficace par rapport à nos plateformes numériques? Prochaine diapo. Alors, on se pose ces questions sur ces réformes. Cela inclut le SIGIF, hein, mais ces réformes parfois échouent et tel qu'on le comprend par rapport aux médias. Et il y a différentes raisons à cela. Pourquoi ces systèmes peuvent échouer. Et une de ces raisons, c'était donc la modernisation et on espère ensemble de trouver un moyen de moderniser en améliorant les fonctionnalités et aussi bien les processus de gestion qui devraient être, auxquels on devrait s'adresser de manière adéquate pour pouvoir mieux répondre à cela. Et il y a peut-être aussi bien des incompréhensions par rapport à la mise en œuvre de ces systèmes. Et puis, ce qui est le plus important, c'est comment s'assurer qu'on puisse administrer nos systèmes et utiliser les données dérivées de ces derniers. Il est important de parler ensemble car en Afrique, on dépense beaucoup de temps et d'argent sur différentes initiatives et on veut vraiment tirer les enseignements de ces expériences pour pouvoir mettre en œuvre des solutions pour les initiatives de réforme pour nos pays, mais aussi pour le continent. Prochaine diapo. Là, c'est juste donc pour nous rafraîchir la mémoire sur la euh, proche PDIA, donc par rapport au
titre, vous pouvez voir donc quels sont les éléments clés et nous avons aussi indiqué dans ces cases certaines des raisons pourquoi cela ne se passe pas aussi facilement. Je vous rappelle l'approche de la PDA, c'est l'approche itérative adaptive pour la résolution de problèmes. Par exemple, en vert, vous avez le fait que les réformes numériques peuvent être davantage axées sur les problèmes et les résultats, et les réformateurs définissent soigneusement les obstacles à l'obtention des résultats et veillent à ce que la solution numérique soit là pour les surmonter. Bien entendu, des approches itératives et adaptatives. Et on a mentionné d'autres exemples pour s'assurer, par exemple, pour que ce qu'on mette en œuvre soit vraiment adapté afin que cela puisse répondre aux objectifs de votre pays par rapport à là où vous vous situez. Et nous avons donc, aussi bien mentionner certains pièges et certains avantages. Prochaine diapo. Alors, le webinaire d'aujourd'hui, sans plus tarder, je dirais, j'ai le plaisir de faire le lancement de la gestion des finances publiques numériques et je suis certaine qu'ensemble, nous pourrons travailler de manière collaborative et constructive pour tirer les enseignements de notre travail pour développer notre continent en gestion de finances publiques et de faire entendre notre voix concernant la gestion des finances publiques au niveau national ou continental, mais aussi bien au niveau international. Et j'aimerais vous présenter maintenant le secrétariat. Nous avons donc Gisèle Adli, qui est la responsable de programme en finances publiques. Et merci encore à la Fondation Bill et Melinda Gates pour avoir financé ce travail. Et je vais donc donner la parole maintenant à Gisèle Hadley de notre division des finances. Merci, docteur Kay Brown, pour d'avoir expliqué de manière si importante pourquoi nous sommes là et comment est-ce que Cabri va élargir son travail par rapport à la gestion des finances publiques. Nous sommes là pour introduire certaines idées par rapport à ce que nous allons faire au travers de ce travail et d'obtenir un retour d'information euh, collaborative de la part des pays par rapport à ce dont ils ont besoin et ce qu'ils désirent de Cabri. Alors, ce webinaire aujourd'hui va nous permettre d'avancer et nous avons une présentation aussi bien des défis communs par rapport à ce domaine de réforme. Il y a aussi trois API dans notre panel qui parlera de leur expérience de la GFP et c'est un domaine où nous avons beaucoup d'expérience, mais aussi bien cela servira d'opportunité d'apprendre les uns des autres. Et une nouvelle initiative, n'est-ce pas, qu'on désire entreprendre et vos contributions seront les bienvenues. Prochaine diapo. Donc là, vous aurez une présentation des personnes qui travaillent dans les coulisses et des personnes qui interviendront aujourd'hui. Vous avez déjà entendu parler du docteur Kay Brown, la secrétaire exécutive. Nous avons Priya Began, la responsable du marketing et des communications, et Ashani Singh, la responsable des événements que nous avons invités. Et nous avons également Nicolas Botton, ou Botton, expert consultant de la GFP numérique. Nous avons aussi Joanna Bento, qui est chef par intérim de la division des finances publiques, qui nous aide par rapport à ce contenu également. Et puis, bien entendu, je l'ai déjà mentionné, Nicolas Botton, et qui a énormément d'expérience dans ce domaine de la GFP numérique et nous apprécions beaucoup ses interventions et sa participation. Donc, par rapport aux défis auxquels font face les pays par rapport à la GFP, Nicolas prendra la parole. Prochaine diapo, je vous prie. Et comme déjà
expliquer, donc prochaine diapo, oui. Voilà, donc on, hum, ce qu'on veut faire, l'idée, c'est d'avoir un retour d'information et de votre part pour mieux personnaliser notre travail, comme expliqué. Mais nous devons reconnaître qu'il y a déjà beaucoup de recherches à cet égard, de conclusions qui ont été faites et un travail qui a été fait avant nous. Et les conclusions clés qu'on aimerait partager avec vous, euh, et c'est, comment dirais-je, la réforme budgétaire vient en différentes formes et tailles dans différents pays. Et c'est vrai que nous sommes d'accord qu'il faut commencer avec l'automisation à automiser et à numériser nos systèmes tels que mentionné, c'est par rapport à un article de recherche publié en 2019 mentionné ici. Et l'idée, c'est de, de mettre les systèmes en place, de numériser par rapport au travail ce que nous voulons faire. Donc, nous introduisons donc ce processus au travers d'un système et maintenant, euh, il y a, voilà, donc ce sont des outils assez simples et c'est important car dans beaucoup de cas, c'est basé, je dirais que les recettes sont basées de plus en plus sur la numérisation par rapport au processus. C'est pour cela qu'il y a euh, aussi bien cette vision centrale qu'on veut développer, car actuellement il y a des problèmes de fiabilité des données. Donc, beaucoup de questions qu'on va poser aux membres du panel aujourd'hui, c'est comment converger cette vision centrale qui requiert d'avoir des données et il faut aussi avoir une flexibilité. L'approche PDIA qui est adaptative car il faut vraiment pouvoir converger tout ceci. Et bien entendu, les données. Et cela donc inclut bien entendu le travail avec le gouvernement et les autorités locales. Et puis nous avons aussi les transformations et cela inclut bien entendu de déployer des efforts de notre donnée pour pouvoir développer tous ces processus et de poser des questions pour savoir comment de nouveaux services, de nouvelles méthodes de communication peuvent être mises en œuvre par exemple, on entend beaucoup parler de la recherche, des chatbots actuellement, n'est-ce pas, et de nouvelles plateformes pour l'échange de données. Je sais qu'on tend à dire qu'on commence avec les objectifs de la GFP et puis la technologie suivra, mais la plupart du temps, je dirais, il faut vraiment se remettre en question par rapport à la technologie. Et beaucoup de recherches a été faite dans ce domaine sur comment pouvoir tacler cet énorme défi et aussi bien l'OCDE a mentionné que les membres de CABRI ou les pays membres et chaque pays de la planète d'ailleurs, que ce soit les personnes, nous avons aussi des personnes OCDE avec nous aujourd'hui qui seront d'accord avec tout ceci. Prochaine diapo, je vous prie. Alors, le travail du gouvernement s'élargit de plus en plus et ce n'est pas seulement d'améliorer le SIGIS ou le IFMIS en anglais, c'est le SIGIF en français. Il s'agit aussi
un des problèmes que nous voyons avec la transformation numérique, il s'agit surtout de savoir comment travailler à partir de SIGIS et comment numériser tout le processus de la GFP. Et nous n'allons pas parler des définitions, je ne vais pas m'appesantir sur cela. Je pense que tous les membres ont beaucoup de connaissances par rapport à ce domaine, mais il serait bien de lire que SIGIS, c'est un système fournissant des rapports ponctuels, fiables et complets couvrant les dépenses et recettes et d'autres modules utilisés à la fois pour générer des données financières et les utiliser, ainsi que pour soutenir les processus de gestion financière. Le système de base de la GFP doit évoluer. Il ne suffit pas à répondre aux besoins de la population. Toutefois, voilà, par rapport à l'établissement de rapports de manière transparente, etc. Et ce que l'on voit de plus en plus, c'est qu'il n'est pas possible d'avoir ou de voir le SIGIS de manière linéaire, car on est constamment confronté à l'inattendu. Et si on repart à cela par rapport aux citoyens, on revient aux citoyens, aux décideurs des politiques, il est donc nécessaire de prendre en considération l'intégration du numérique et de pouvoir élargir nos activités et d'avoir des données beaucoup plus vastes, beaucoup plus fiables, pas juste pour le ministère des Finances, mais pour les autres autorités, mais aussi pour les compagnies ou les entreprises publiques. Prochaine diapo. Alors, nous tous, virtuellement, nous tous, je dirais, nous sommes impliqués dans des projets qui incluent ces technologies présentées ici et il est impossible de ne pas mettre cela en œuvre au sein de nos projets et par exemple, par rapport au RPA, tout ce qui est la transformation robotique, par exemple, et l'apprentissage des machines, nous devons tous nous y mettre, n'est-ce pas? Et par rapport à la réalisation de nos objectifs de GFP. Alors, bien entendu, l'erreur serait de mettre en œuvre ces technologies juste pour la beauté de les avoir, mais de ne pas numériser l'ensemble et de les utiliser. Et pour avoir un meilleur impact que cette technologie pourrait nous offrir. Et selon les études faites ou performées de par le continent, nous tous, je dirais, nous avons des études en cours, nous avons des projets en cours à cet égard autour de cette technologie. Et il y a deux aspects que je voulais mentionner. Alors, au centre, vous avez toujours les données, bien entendu, et bien entendu, rien ne fonctionne si vous n'avez pas des données fiables. Et lorsque vous avez différentes sources de données, par exemple, où il n'y a pas de concordance entre ces données, c'est difficile. Il va falloir avoir des données, qu'il y ait une concordance entre les données et, au- et par rapport à cette technologie, vous avez aussi maintenant quelque chose qui change la donne, qui est vraiment l'intelligence artificielle, qui a un impact sur toutes ces technologies, sur tous vos processus numériques, que ce soit au travers de la SIGIF, le système d'information de gestion financière, ou d'autres systèmes. On ne peut pas l'ignorer, en d'autres mots. Et vous, maintenant, ce qui est sage de faire, c'est de savoir utiliser ces technologies pour numériser vos systèmes. Prochaine diapo, je vous prie. Alors,
Nous n'allons pas nous appesantir sur les détails aujourd'hui pour parler de tous les obstacles que vous pourriez avoir, aux obstacles potentiels, hein. Mais par rapport à ce qu'on a compris, euh, il y a des techniques, des défis techniques et des défis pratiques par rapport aux données. J'ai déjà mentionné, les données de qualité sont prêtes et puis sont essentielles. Il y a de nombreux systèmes qui ont été construits jusque-là, mais la communication entre eux est difficile et nous sommes tous entourés par cet héritage. N'est-ce pas, comme a déjà mentionné le docteur Kay Brown dans les remarques liminaires. Il est donc nécessaire d'avoir une bonne équipe équivalente pour gérer le processus avec de meilleurs systèmes. Les ressources sont difficiles à trouver, soit. C'est toujours difficile de trouver aussi des experts pour l'apprentissage des machines, des logiciels, de tout ce qui est nouveau. Nous avons donc tous la difficulté à trouver les ressources humaines ou financières adéquates à cet égard. Et la manière dont on veut financer les projets, c'est une question qu'on posera aux membres du panel également. Pour l'approvisionnement de ce projet, le projet doit être adaptatif, itératif et moderne. Il y a beaucoup de recherches qui contribuent à cela. Et en termes pratiques, on veut, bien entendu, il y a les passations de marché, ce qu'on appelle les tenders, les passations de marché, et puis qui nous informent. Nous avons aussi les fonds octroyés par les bailleurs de fonds. Et pour réaliser ces objectifs, et il faudra donc savoir comment faire une mise en œuvre pour pouvoir avancer, en d'autres mots. Et puis, la littérature numérique euh, n'est pas limitée par rapport à la transformation, mais nous devons insister surtout par rapport aux barrières institutionnelles. Bien entendu, il va falloir surmonter tout cela pour pouvoir mettre en place et éviter les contraintes juridiques ou d'ordre de régulation, par exemple, et qu'il y ait des par rapport aux réglementations, aux régulations, il faudra donc s'assurer que tout est en place et bien entendu former le personnel si on veut avancer. Et on vous invitera bien entendu à nous donner vos contributions à cet égard, vos idées, vos opinions euh, et comment mieux réussir. Voilà, donc quelque part, c'est un nouveau domaine pour les ministères des Finances et beaucoup de défis à cet égard. Prochaine diapo, c'est ma dernière diapo d'ailleurs. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous allez repartir de zéro, mais un changement de paradigme, toutefois, sera essentiel pour adopter les approches et la transformation numérique du secteur public systématique et dans toute l'organisation telle que l'a mentionné l'OCDE. Et oui, c'est un potentiel extraordinaire à saisir pour le ministère des Finances et au-delà de cela, pour les professionnels de la GFP, également, c'est une opportunité à saisir, mais aussi pour nos citoyens. Nous devons améliorer nos systèmes pour une meilleure transparence, car les résultats pour la population doivent rester au cœur de nos efforts et de nos investissements. C'est un nouveau travail que nous entreprenons ensemble et des systèmes qu'il faut maîtriser, un domaine assez nouveau et une étude de la Banque mondiale a
démontré que pour la mise en œuvre d'un nouveau SIGIS pour le continent, on prend de 7 à 9 ans. Voilà, donc c'est assez complexe, risqué parfois, mais j'aimerais insister aussi sur les réussites et non pas sur les échecs. Et nous avons déjà beaucoup de réussites et il va falloir donc partager entre nous les enseignements tirés, les principales tendances d'utilisation et les preuves d'impact, les défis et comment, en d'autres mots, l'impact évalué, quel a été l'impact évalué et inventer de nouvelles manières de travail. Donc, c'est un nouveau travail avec de nouveaux outils, n'est-ce pas? Il y a un nouveau paradigme, comme je l'ai déjà mentionné, tel que l'OCDE l'a si bien mentionné, que c'est vraiment une technologie de pointe et par rapport à cette transformation numérique, le secteur public, en effet, est en train de se transformer au niveau numérique et le ministère des Finances doit être l'ambassadeur de cette transformation numérique ou le champion de cette transformation numérique. Et nous allons maintenant commencer avec le panel tantôt, prochaine diapo. Voilà. Voici le panel ou la table ronde. Gisèle, de retour à vous. Merci beaucoup. Prochaine diapo maintenant. Et comme vous le voyez, une réforme numérique, la mise en œuvre d'une telle réforme est un défi et il est nécessaire de bien planifier cela à l'avance. Il y a la réalité peut être différente parfois et comme Dr. Brown l'a mentionné dans son discours liminaire, cette approche est liée au PDIA et pour une réforme numérique, ce n'est pas différent. Donc ça doit être bien défini pour savoir ce qu'on essaye de accomplir maintenant. On n'est pas juste en train d'essayer de digitaliser ou de numéraliser le système, mais euh, en vérité, on essaie d'avoir plus de succès pour notre peuple. Maintenant, à travers cette approche, on peut on se demande comment est-ce qu'on peut avoir des systèmes qui peuvent répondre à des obstacles et comment est-ce qu'on surmonte les défis sans perdre la vision de ce qu'on est en train d'essayer de faire. Maintenant, pour peut-être réparer des barrières administratives qui nous empêchent d'avoir du succès. Et donc, des fois, ça ne se passe pas exactement comme on veut. Mais aujourd'hui, on invite trois différents pays à partager leurs expériences, euh, spécifiquement en regardant leur système de SIGIS. Et je vais redonner la parole à Nicolas pour qu'il puisse faire l'introduction de cette section. Merci beaucoup, Gisèle. Donc, aujourd'hui, on a trois experts autour de la table avec nous aujourd'hui. Et donc, je vais leur donner la parole pour répondre à plusieurs questions aussi. Si on a Hendrik Swanepoel, donc qui est le chef directeur des données euh, de la Trésorerie nationale de l'Afrique du Sud. On a Placide Mukwende, qui est le coordinateur de SIGIF pour le ministre des Finances en Rwanda. Et on a François Becpont, qui est directeur d'informatique de la directorate générale de budget au Bénin. Donc, s'il vous plaît, activez vos caméras si tout va bien. Je vais commencer avec le Bénin. Et ça va me donner l'opportunité de
euh, commencer à parler en français pour pouvoir continuer cette séance, car c'est assez facile pour moi de parler en français. Vous avez l'interprétation si vous avez besoin. Ok, bonjour à tous. Super. Bonjour, Monsieur Vicpont, je vous entends très bien. Ok, Alors, je je peux. voulais vous commencer par vous, si vous êtes d'accord. Donc, vous représentez la direction informatique de la Direction générale du budget de la République du Bénin, qui a mis en place un nombre impressionnant de réformes liées au passage au digital, enfin, à la digitalisation, on peut dire, des finances publiques. Et ce que je comprends, c'est que vous avez été obligé de vous adapter beaucoup parce que vous aviez mis en place un programme qui devait euh, se terminer en 2020, mais qui a été étendu pour différentes raisons. Parmi ces raisons, il y a eu le Covid qui a ralenti évidemment beaucoup des projets en cours. Vous appuyez aussi sur des experts internationaux d'autres pays qui ont fourni un projet de départ, mais qu'il a fallu après adapter. Et ce que je comprends, c'est que votre vision, c'est vraiment de développer un système par module, plutôt développé en interne, si je comprends bien, donc sans passer par des produits sur étagère, comme on dit, ou des produits du marché. Et vous développez module par module en vous assurant d'une règle, c'est d'avoir une seule source de données partagée avec tous pour avoir une cohérence. Je comprends que il y a eu beaucoup de réformes sous-jacentes, notamment des réformes de gouvernance. Je voudrais vous demander comment vous avez réussi ça et quelles sont les mesures que vous avez mises en place par rapport à tous ces difficultés que vous avez rencontrées par rapport à votre plan initial qui a dû être mis en cause. La parole est à vous. Merci beaucoup. Est-ce que vous permettez que je partage mon écran? Ok, merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous me recevez. On vous entend très bien. Ok, je voudrais saluer la présence de Monsieur le directeur général du budget, République du Bénin, Rodrigue Tchao, qui est en ligne, qui d'abord a eu l'insigne privilège de conduire, de mettre cette réforme qu'il suit quotidiennement jusqu'aujourd'hui. Je le salue au passage. Merci à toute l'équipe de Cabri qui s'intéresse à l'expérience de la République du Bénin. Il faut dire que notre projet a démarré en 2016 et avec un développement, un modèle de développement assisté où nous avons un partenaire que je dirais assurant la maîtrise d'œuvre et avec nous. En 2016, nous avons mis en place le projet qu'on appelle projet d'appui à la gouvernance économique, financé par l'Union européenne. C'est dans ce cadre que le projet a démarré. Et SNDI, qui est une société de développement de la République de Côte d'Ivoire, nous avons travaillé ensemble avec la SNDI sur ce projet qui normalement devait être lancé en 2019. Donc, avec les échanges, les va-et-vient, il y a eu un grand retard qui nous a amené jusqu'en 2020 avec l'avènement de Covid où tout a chamboulé. Il faut dire que dans la phase de 2016 à 2020 avec la SNDI, la difficulté fondamentale, c'est les différentes modifications, les différents changements au niveau des process que la SNDI ne s'offrait pas pour la prise en compte totale. Parce que initialement, nous avons dit c'est une réforme nouvelle, il n'y a pas une école euh, assez suffisamment mûre et mise en place déjà qui pourrait nous inspirer. Donc,
nous allons construire ensemble et au fur et à mesure que les process métiers évoluent, la construction du système d'information devait s'adapter à cette évolution. Mais les difficultés, en tout cas, de prise en compte de ces changements ont fait que le projet a accusé de retard. Ce que construisait le partenaire aussi ne répondait pas forcément, puisque les processus métiers évoluent, mais la prise en compte informatique ne s'alignait pas forcément sur ça. Donc, avec l'arrivée de Covid, il y a des points qui sont faits à la hiérarchie qui a quand même accepté la proposition de M. le directeur général du budget qui consistait à mettre en place un nouveau cadre de gouvernance qui est le comité de gestion du système d'information et de gestion des finances publiques, ce que nous appelons CGCGFP en 2021. Donc, avec ce nouveau cadre de gouvernance, l'équipe du Bénin a été organisée, structurée, métier comme technique, pour conduire désormais la réforme et avec un suivi rigoureux quotidien qu'en fait Monsieur le directeur général du budget, nous sommes parvenus à lancer le système tel que nous voulons en 2022. Donc, nous avons basculé entièrement. Il faut dire que c'est un système construit sur une seule base de données qui intègre la dorsale budget comptabilité. Donc aujourd'hui, nous avons un seul système, une seule base de données qui gère la préparation, l'exécution et la comptabilité. C'est un système assez important, assez résilient, et contient un certain nombre de périmètres fonctionnels. Le P1 qui gère le référentiel, tout ce qui concerne le référentiel budgétaire, préparation, exécution, comptabilité. Le PD, le deuxième périmètre qui s'occupe exclusivement de la préparation du budget. Le troisième périmètre, l'exécution. Le quatrième, la comptabilité. Le cinquième périmètre s'occupe de l'intégration, de l'urbanisation un peu. Le nouveau système essaie de parler, communiquer avec les systèmes connaissent, par exemple pour intégrer les IFU, les identifiants fiscaux uniques, par exemple pour communiquer avec le système de la paye pour rapatrier les données payées, la paye effectuée sans ordonnancement préalable. Et puisque le succès a été appréciable, nous avons démarré la construction du septième périmètre qui s'occupe de la comptabilité des matières. Donc, ce périmètre aussi a été construit, achevé et lancé en juin 2023. Donc, aujourd'hui, nous avons 7 périmètres fonctionnels qui marchent sur le SIGFP et les acteurs l'utilisent sur toute l'étendue du territoire. La robustesse de ce système, en tout cas, se trouve dans sa capacité à produire des matrices de suivi en temps réel de l'exécution du budget, à pouvoir suivre l'archivage de tous les actes de dépenses et aussi à offrir une fenêtre sur la gestion des avantages périodiques des fonctionnaires publics. Dans ce système, nous intégrons aussi la notion de sensibilité aux gens, au climat, aux ODD et la planification du suivi du stock. Donc aujourd'hui, dans notre système, vous avez en temps réel le stock au niveau de chaque gestionnaire, au niveau de tout le pays. Et le système se dote d'une intelligence qui est capable d'analyser le stock et d'autoriser ou d'arrêter une nouvelle commande. Et aussi, le système qui s'occupe du processus des marchés publics que nous appelons SIGMAP, puisque les engagements, la nouvelle notion de gestion budgétaire parle de consommation des AE, des autorisations d'engagement, puisque les contrats sont émis, sont signés à travers le SIGMAP, nous avons mis en place un canal, une interface applicative qui permet au SIGMAP, dès la signature d'un contrat, d'éjecter automatiquement les données dans le SIGFP pour prendre en charge le volet engagement et liquidation et paiement. En termes de perspective,
Bon, nous comptons quand même faire l'extension fonctionnelle de ce système parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore exploité au niveau de tous les postes diplomatiques en République du Bénin. Nous comptons étendre la fonctionnalité vers l'exploitation dans les postes diplomatiques. Ça ne va pas être si compliqué puisque déjà les départements l'exécutent. Aussi, comme en perspective, il y aura l'urbanisation de tous les systèmes qui parlent de l'exécution de projets d'investissement public. Donc aujourd'hui, il y a le système qui est au niveau du ministère de la Coordination qui gère les idées de projets. Il y a un système au niveau du Bureau d'analyse et des investigations qui fait le suivi, je dirais, en temps réel de l'exécution physique et le système SIGEF qui est au milieu, qui gère l'exécution budgétaire des dépenses. Donc aujourd'hui, nous pensons mettre en place désormais un autre, une autre fonctionnalité dans SIGEF pour communiquer avec tous ces systèmes. Donc voilà un peu ce que je peux présenter. Avec votre permission, Monsieur le directeur général du budget pourrait dire un mot, puisque il est plus que informaticien aussi dans l'équipe à travers tout ce qu'il nous apporte au quotidien. Merci beaucoup et je reste ouvert pour les questions à venir. Merci. Merci. Monsieur Chaou, vous souhaitez intervenir? Les questions seront à la fin. On va faire intervenir les trois intervenants, si vous voulez bien, et on laissera la question pour la fin. D'accord. Je vous remercie pour cette présentation qui est très, très claire et qui donne bien cette vision spécifique du Bénin, d'une vision par accrétion, par voilà, sédimentation, on va dire, de différents modules. Vous partez sur un périmètre et vous étendez peu à peu en ayant, comme vous l'avez dit, une revue périodique des objectifs avec les utilisateurs. Donc, je comprends que vous ajoutez peu à peu des nouvelles fonctionnalités à un cœur. C'est comme ça que je comprends que vous pilotez ce projet. Et je pense que vous êtes parti du fait qu'on part des réformes de finances publiques, des directives de réforme des finances publiques qui ont été mises en place au niveau sous-régional dans l'UMOA notamment. Et c'est effectivement important de dire, voilà, notre objectif, c'est d'être conforme à ces réformes, mais c'est aussi de revenir vers les utilisateurs en disant comment est-ce qu'on peut faire du meilleur reporting, comment on peut améliorer les choses en plus de de la mise en place de ces réformes. Je crois que c'est ce que vous avez très bien décrit avec à la fois des obligations légales et réglementaires, la mise en place de la comptabilité matière, par exemple, mais aussi la mise en place de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs, comme les idées de projet, par exemple, j'ai noté. Si vous êtes d'accord, je vais me tourner vers un autre intervenant, and I will switch back to English now in order to turn to Mr. Henny Swanpo, who's Chief Director Data Analysis for the Data Analysis of the National Treasury, I believe, in South Africa. So, Henny, can you hear me? Yes, thank you, Nicholas. Let me just bounce on what we just. Alors, permettez-moi de revenir sur un point par rapport à l'exemple du MENA. Vous avez certainement entendu ce qui a été mentionné. Alors, par rapport à la même question, alors c'est vrai, on peut insister sur les cibles par rapport à l'héritage que nous avons déjà. Donc, on ne doit pas tout refaire à zéro. Personne ne doit le faire actuellement, c'est sûr, hein. Et nous avons maintenant, par rapport à l'Afrique du Sud, j'aimerais savoir, vous avez essayé d'intégrer de nouvelles fonctionnalités avec cette vision à long terme. Et dans beaucoup de pays, nous avons en effet peut-être ces vues conflictuelles par rapport au court terme, par rapport au long terme. Et il faut envisager, bien entendu, toutes ces contraintes à tous ces niveaux. Alors, j'aimerais vous demander, est-ce que vous avez pu
aborder différents défis de manière spécifique que par rapport à l'achat du nouveau système. Est-ce que cela vous a satisfait? Est-ce que vous avez dû trouver de nouvelles voies pour euh, fournir les prestations de services à cet égard au niveau de la GFP? Et euh, bien entendu, on parle du fait qu'on doit être itérative, adaptative, mais on doit mettre en place une architecture, par exemple, qui doit pouvoir évoluer. Et maintenant, ces prochaines étapes parfois requièrent un grand investissement. Et comment s'assurer que cette approche adaptative euh, réponde à cette architecture? Monsieur Swanepoel, vous avez la parole. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, chers collègues, laissez-moi clarifier cela. Par rapport à ce process, vous savez, je suis plutôt un utilisateur des données plutôt que vraiment la personne responsable qui est chargée de faire en sorte que la CIGIF ou le CIGIF fonctionne et la personne en charge de cela, c'est autre chose. Mais par rapport à ma perspective, qui est un peu différente, ce que je peux dire est la chose suivante. Euh, pour vous donner le contexte, nous avons initié ce projet, à peu près c'était en l'an 2000 déjà. Et nous avons eu différentes itérations au travers de ce processus. Nous sommes passés de différents, différentes options, mais on a eu du mal il y avait des choses qui étaient faites sur mesure, d'autres choses plus générales. On a eu du mal à mettre en œuvre ce projet et on a décidé de se mettre d'accord sur un système qu'on a pu acheter qui n'était pas donc sur mesure, n'est-ce pas? Et puis, pourquoi ces décisions ont été prises ainsi? Bon, ça c'est autre chose, mais il y a des problèmes et beaucoup de choses qui restent à résoudre. Et concernant l'analyse des données, cela nous met dans une situation plutôt assez difficile. Lorsque on voulait en effet mettre en œuvre un système pour les données, on pensait qu'on allait pouvoir le faire, tout le monde allait être content. Mais c'était il y a 20 ans et maintenant j'ai perdu beaucoup de cheveux et malheureusement on utilise toujours les feuilles Excel. Et comme vous le savez, c'est vraiment très, très, très dur de mettre un tel projet en marge et beaucoup en place et beaucoup de défis. Ce qui ressort clairement, c'est qu'on a une chose dont on a besoin au gouvernement. On a besoin donc que les personnes s'approprient plutôt ces projets et qu'ils en soient responsables. Et c'est difficile, c'est très compliqué d'obtenir cela. Et que ce soit de l'achat jusqu'à euh, de s'acheter, donc de s'approvisionner en système TIC, c'est difficile. Il y a des règles d'approvisionnement qui sont très strictes et il y a différentes élaborations de rapports, différents processus qui doivent être élaborés. Il faut donc penser à comment moderniser tout cela. On a fait certaines petites choses par rapport à cela, mais c'est assez compliqué, assez complexe. Et puis, ce n'est pas seulement l'investissement, mais la technologie utilisée actuellement par rapport à l'héritage qu'on a, c'est très vieux
est très vieillot, en d'autres mots, et puis de la mise en œuvre de nouveaux systèmes implique qu'on doit vraiment jeter nos ordinateurs, on doit arracher les câbles et qu'on doit mettre en place une installation toute nouvelle. Et ça, les implications de ceci sont onéreuses et substantielles. Alors, en outre, des contraintes de capacité, c'est pas possible que le gouvernement puisse être en compétition avec le secteur privé. Et en tant que groupe, il va falloir qu'on réfléchisse à cela. Comment faire en sorte de pouvoir dépasser ces défis. Et un des problèmes essentiels par rapport à la numérisation, c'est la langue. Malheureusement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interprète. Quand je parle des langues, comment dirais-je? Lorsqu'on s'engage dans un projet tel que celui-ci, c'est un processus multidisciplinaire. Vous avez les économes, vous avez les analystes des données, ces spécialistes comme moi-même, par exemple, les personnes au bureau du budget, par exemple, vous avez des comptables, les normes comptables, les personnes qui connaissent le débit et le crédit, par exemple, et puis vous avez des personnes qui travaillent qui font des transactions donc au niveau quotidien et aussi bien les spécialistes de TIC qui doivent ensemble s'asseoir autour d'une table pour pouvoir élaborer un système ou des spécifications qui pourraient développer quelque chose qui sera utile pour tous concernant cette mise en œuvre. Et selon mon expérience, par rapport à de tels exercices, c'est que souvent, on quitte la salle et on n'est pas à la même page et on n'a pas compris le processus de la même manière les uns les autres. Alors, vous savez, je ne pense pas qu'on a réussi au niveau international non plus à vraiment résoudre ce problème. Et un processus tel que celui-ci est important et on a besoin de l'aide, de toute l'aide qu'on peut obtenir en tant que gouvernement pour pouvoir y arriver. Par rapport à votre question maintenant concernant l'héritage que l'on a, nous avons tous nos propres systèmes et actuellement, on les utilise bon an, mal an par rapport aux informations requises et de manière intéressante, je dirais que nous avons des systèmes qui ont plus de 40 ans, parfois plus vieux que ça, qui payent nos salaires, qui font d'autres choses, bien entendu, mais euh, et nous avons donc des compétences. Nous connaissons les exigences de la SIGIF ou du SIGIF et on a l'habitude de les utiliser, donc ces systèmes historiques. Mais ce qui est important par rapport aux grandes réformes, il faut continuer d'investir dans vos systèmes historiques jusqu'au moment où vous allez pouvoir dire, ah, ils sont obsolètes, on n'en a plus besoin. Mais il va falloir donc, il ne faut pas arrêter d'investir dans ces systèmes. Et malheureusement, on l'a fait il y a longtemps. On a arrêté d'investir et nous avons beaucoup de problèmes actuellement. En effet, un peu d'amélioration pourrait nous aider. Et ça, c'est une leçon qu'on peut tirer et considérer lorsqu'on s'embarque dans ce processus. Et autre chose, c'est que même si on avance vers ce vaisseau moderne par rapport à la mise en œuvre nouvelle et numérique et tout numérisé, il y a beaucoup de travail qui doit être fait pour que les choses se passent bien. Et lorsque vous développez, lorsque vous faites la mise en œuvre ou bien auparavant, commencez déjà le travail qui doit être fait donc à l'avance, avant de mettre ce système en place pour
par exemple, les processus par rapport aux entreprises qui doivent adhérer à tout ceci pour orienter comment est-ce que votre système va fonctionner. Prenez vos décisions par rapport ce qui est accru, ce qui est la trésorerie et comment vous devez vous devez avoir un plan avant de penser et nous avons investi beaucoup dans différentes choses et par rapport au format voilà, par rapport aux régularisations, aux provisions, il faut vraiment s'assurer que toutes les dimensions soient couvertes pour pouvoir ensuite rentrer bien préparé dans ce projet. Et ensuite, vous devrez faire les choses le plus rapidement possible. Vous serez déjà tellement bien préparé que vous pourrez vraiment réaliser cette réforme. Vous devez déjà avoir certaines choses en place. Et le plus vite nous le faisons, nous pourrons nous retrouver dans une meilleure situation. La dernière chose que j'aimerais mentionner, c'est la question sur les contraintes de capacité. Nous avons parlé de cela, par rapport aux compétences techniques pour pouvoir construire, améliorer. Et je pense que ce sont des compétences très spécifiques. Il va falloir recruter les personnes nécessaires qui ont ces compétences. Et le gouvernement, comment il fait les choses habituellement? Oh, il essaye de voir s'ils peuvent le faire seuls. Et puis là, ils ont des difficultés. Et là, maintenant, vous avez besoin d'avoir des prestataires de services qui vont maintenant hériter d'une très mauvaise situation. Alors, je pense qu'il est nécessaire de prendre du recul et de repenser la manière dont nous pouvons peut-être sous-traiter cela et le gouvernement. Ensuite, doit s'approprier et doit être le propriétaire du logiciel. Et au travers de peut-être d'accords PPP, nous pourrons avancer. Alors, peut-être d'avoir un accord de leasing, un peu comme pour les voitures, n'est-ce pas? Mais je pense que tout ceci peut être fait et peut-être être transféré ensuite à un fournisseur de services. Lorsqu'on parle de système, lorsqu'on parle d'approvisionnement ou d'achat et comment gérer tout cela, je pense qu'il est nécessaire de penser des contraintes que nous avons par rapport à la capacité de pouvoir interagir, gérer ou mettre en œuvre tout ceci et comment cela interagit avec nos systèmes, par exemple. Et on pourra aussi essayer de limiter la, euh, l'intervention humaine par rapport à l'élaboration de rapports. Je pense que tout ce qui est l'automatisation par exemple, tous les processus pour les factures, tout ceci pourrait être fait et comment mettre cela en œuvre le plus rapidement possible. En tant que gouvernement, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait faire et Nicolas, c'était juste quelques pensées de ma part. Je n'avais pas fait de présentation, veuillez m'excuser. Je ne voulais pas donc être trop formelle de la manière dont on s'engage avec cela. Mais comme je l'ai déjà dit, ces points que j'ai mentionnés, il y a d'autres experts parmi nous ici qui pourront rajouter, certes, à ce que je viens de dire et à cette discussion concernant le SIGIS. Je vous remercie en effet, Hendrik Swanepoel d'Afrique du Sud. Et nous allons donc avoir une séance questions-réponses. Après ceci, nous avons déjà des questions dans la boîte de discussion. Merci beaucoup. Alors, autre chose que lorsque je vous ai
entendu, oui, en effet, il va falloir donc gérer nos attentes qui ne sont pas petites par rapport à ce système et lier cela au fait qu'il y a beaucoup de travail qui est requis de faire à l'avance avant de mettre en œuvre tout nouveau système, n'est-ce pas? Et il va falloir travailler sur ceci, par exemple. Peut-être d'avoir un compte neutre, ça serait quelque chose que le vendeur pourrait fournir. Et le vendeur pourra non seulement donc fournir un système GFP, mais aussi bien d'autres choses, par exemple. Une l'expertise, les services de consultants, par exemple, des choses qui nous seraient utiles parce qu'on n'a pas toujours une vision claire des choses. Et j'aimerais. Et en effet, parfois, on échoue et nous échouons tous, n'est-ce pas? On a besoin de continuer avec nos expériences et la loi organique, n'est-ce pas, par rapport aux finances publiques. Et le nouveau système qui, par rapport à ce processus, a été mis en place en 2006, a été déployé complètement en 2010, comme vous le voyez. Donc, les dernières modifications, améliorations ont été faites, sont faites d'année en année d'ailleurs. Et voilà, nous devons donc que parfois, oui, il y a des échecs, on ne peut l'ignorer. C'est un processus qui demande beaucoup d'efforts. Alors, comment gérer tout ceci? Parfois, nous avons donc en effet un achat donc ou des passations de marché qui ne sont pas réussies, nous le savons déjà. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Placide Mukwende. Est-ce que vous nous entendez, Placide? Veuillez allumer le micro. Allô, Nicolas, je peux très bien vous entendre. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, parlons brièvement comment le Rwanda a pu gérer l'inattendu par rapport à ce projet. Et vous avez participé à d'autres conférences à Cabri, il me semble, n'est-ce pas? Donc, sur la redevabilité, sur la flexibilité lors de crises. Et je pense que cette la conférence, c'était surtout sur les données de la gouvernance. C'était pendant la COVID et je comprends que vous et aussi bien les autres membres de cette table ronde vous avez dû changer vos plans par rapport à la COVID-19, n'est-ce pas? Et par rapport à de nombreux projets, cela a eu un impact important. Il a fallu donc repenser les priorités. Alors, il fallait donc refocaliser, bien entendu, les dépenses publiques sur comment réduire les risques pour les utilisateurs, pour nos utilisateurs et pas seulement de scanner des documents, ou de faire un travail administratif, n'est-ce pas, mais de passer donc d'un document plutôt numérique où on peut scanner en n'utilisant plus le papier, mais plutôt le numérique. Et voilà, j'aimerais vous demander comment est-ce que vous avez géré tout ceci, comment est-ce que vous avez réussi. Je suis sûre qu'il y a eu des défis, n'est-ce pas? Et je comprends que vous avez pu mettre en œuvre ceci, euh, mettre en œuvre avec la collaboration, par rapport avec la Society Authority ou les autorités qui vous ont permis de faire ces changements. Et pour les citoyens aussi bien, mais aussi bien donc pour améliorer le dialogue avec le secteur privé et comment a été à l'avantage de ces processus numériques par rapport à la GFP, par exemple, l'utilisation du PTI, du PTI. Au travers. Voilà, je vais vous donner la parole maintenant. Excusez-moi si j'ai pris trop de temps par rapport à cette question.
Merci Nicolas. Voilà. Donc, alors, à la base, pour répondre à votre question, je vais vous donner le contexte de cette transformation par rapport à votre question. Au Rwanda, même le président, quant à la réforme des politiques, a parlé déjà de avait commencé déjà à parler de la transformation numérique. Et par rapport à cette transformation, nous avons envisagé cela comme un parcours et tout un processus. C'est comme un spectre. Donc, d'un côté du spectre, vous avez donc tout ce qui est fait par les êtres humains, n'est-ce pas? C'est ce qui s'est passé donc avant 2010. Et ensuite, on passe à la robotique ou à tout ce qui est numérique pour moderniser tout cela. Au travers de cette transformation numérique, euh, encouragée par nos leaders, on passe maintenant aux décideurs des politiques. Par rapport au TIC, nous avons donc une autorité euh, sont- qui est là, qui a des politiques en place, qui nous donne différents mots clés. Par exemple, on parle souvent donc de tout ce qui est axé sur les données, sur les décisions. Voyez-vous, donc quelque part, vous voyez que tout ceci est répété lors de leur discours. Ces mots-clés reviennent et alors on se demande, mais qui est en charge par rapport à cela? Et fallait comprendre comment nous allions euh, maintenant transformer ces mots-clés en réalité. Alors, pour ce faire, il était nécessaire de mieux comprendre quels étaient les moteurs pour dynamiser toute cette vision. Alors, le plan était donc de réaliser une économie donc sans monnaie papier. Voilà, donc il était donc et comment déployer ceci au niveau national. Alors, la COVID est arrivée et là, quelque part, on a compris qu'il était nécessaire d'aller de l'avant, il était nécessaire de déployer ce changement, de changer nos systèmes et nous savions que cela était nécessaire. Et dû à la COVID, on a dû vraiment avancer plus vite, mettre les bouchées doubles en d'autres mots. Et ce que l'on a fait, c'était de développer, bien entendu, un système sans papier, donc numérisé pour le Trésor national. Et il était donc nécessaire d'établir cela par le ministère de Communication qui s'est occupé de tout ce qui est électronique concernant les transactions et la signature numérique a été mise en place. Il était nécessaire de changer tout ce qui est donc les structures publiques et d'être beaucoup plus visible. Pour entreprendre ce parcours, il était nécessaire de changer le système. Par rapport à cela, il était nécessaire de scanner, de télécharger pour pouvoir transmettre les choses à d'autres entités sans avoir besoin de transporter des papiers. Alors, à la fin de la COVID-19, les personnes ont commencé à questionner ce système. Non, 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 mais vous comprenez, vous nous demandez de scanner au lieu de payer, donc pouvoir, est-ce qu'on doit... alors, à cause du PKI, il était nécessaire de donner des instructions au public pour utiliser maintenant les signatures numériques par PDF, par exemple, par format PDF. Et aussi bien de signer des lettres, etc. Tout ce qui était nécessaire de faire. Donc, on ne peut pas donc demander de le faire aux autres et de ne pas le faire nous-mêmes. Il était donc nécessaire de le faire déjà au plus haut niveau. Alors, dans ce contexte, nous étions donc contraints et obligés de transformer le SIGIF et
tout le SIGIS maintenant, en 2003, est devenu numérique. Nous n'avons pas besoin d'imprimer, de signer avec un stylo. Grâce à cette transformation, tout est numérique, la signature est numérique. Donc, non seulement ça, mais le gouvernement a entrepris cette initiative et a dit qu'il était nécessaire de mettre en œuvre cette transformation numérique en tant qu'outil pour pouvoir euh, faire la prestation de service. Également, euh, et la première chose, pour les citoyens, le gouvernement a initié donc une plateforme arc-en-ciel, ils ont appelé ça Rainbow Platform. Et donc, si vous avez besoin, par exemple, d'un visa pour venir au Rwanda, maintenant, c'est beaucoup plus facile. Vous le faites de manière numérique. Voilà. Donc, vous avez la possibilité de le faire en ligne. Et vous avez besoin, par exemple, d'un certificat de naissance. Voilà, vous pouvez le faire. Donc, voilà, donc vous pouvez le faire en ligne. Alors, eRainbow, donc c'est une plateforme établie par le gouvernement du Rwanda qui permet, c'est une plateforme entre le gouvernement et les citoyens pour livrer des prestations de services et un service aux citoyens par rapport à tout ce qu'ils peuvent avoir besoin. Un acte de naissance, un acte de mariage, etc. Donc, là où que vous soyez, si vous avez besoin d'un passeport, par exemple, vous êtes rwandais, vous habitez l'Afrique du Sud, euh, donc, par exemple, si vous avez besoin d'un passeport, vous pouvez faire votre demande en ligne. Maintenant, nous avons aussi introduit donc les passations de marché en ligne. Par exemple, vous habitez donc en Afrique du Sud, eh bien, si vous pouvez aussi participer aux passations de marché du Rwanda, par exemple, aussi bien pour le recrutement du personnel ou pour les examens en ligne. Tout cela est en ligne, où les candidats peuvent aussi bien faire une demande en ligne. Tout ceci est possible en ligne au travers de cette plateforme, qui est une plateforme qui a été établie par le gouvernement pour les citoyens. Alors, alors, par exemple, un comptable, une fois qu'il a introduit la signature numérique, il a dit que ah, mais votre sigif est vraiment obsolète. Et ça veut dire quoi alors? On lui a dit, mais on était surpris, on essayait de comprendre, mais pourquoi il dit ça? Parce que vous savez, le sigif, l'ancien sigis, parce que c'était basé sur les papiers. Je pouvez, par exemple, avoir les frais de déplacement pour vous emmener les documents euh, papier au ministère. Et par exemple, maintenant, ce n'est plus le cas. Donc maintenant, depuis que vous avez introduit la signature numérique, le SIGIF ne me donne plus d'argent pour mon déplacement, pour vous emmener les papiers. Donc, en effet, pour lui, peut-être, c'est vraiment, il y perd. Mais pour nous, on y gagne, car on n'a plus besoin de dépenser autant d'argent pour demander aux personnes de nous amener certaines choses. Donc, vous avez la Banque nationale du Rwanda, la Banque centrale, là, tous les guichets. Donc, il y a beaucoup de guichets qu'on a réduits parce que tout se fait en ligne aussi. Alors, par rapport à la rédaction de IPSAS pour complémenter par rapport au CIGIS, oui, vous avez mentionné la langue. C'est quelque chose donc à quoi on a pensé au début, c'est quelque chose de nouveau en effet. Alors, lorsque vous avez quelque chose de nouveau, alors vous devez aussi réviser, par exemple, euh, tout. Vous devez donc maintenant euh, par rapport aux charges aussi bien. Si vous, par rapport aux charges à payer, vous avez des régularisations à faire, donc parce que tout va se faire au niveau numérique, tout va changer, n'est-ce pas? Et les formules utilisées maintenant, parfois vous ne les avez pas. Donc, quelque part,
pour développer quelque chose comme ça, vous avez besoin de faire en sorte d'éliminer les barrières. Voyez-vous, c'est comme lorsqu'on parle de lacunes comme les langues. Eh bien, vous devez absolument trouver les personnes qui vont vous expliquer et interpréter pour vous. Tout est possible. C'est possible de le faire. On sait que les formules sont là. On sait qu'on peut travailler en ligne. On sait qu'on a l'intelligence artificielle. Alors, ici, lorsque vous venez dans nos pays, on nous dit, ah non, non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Donc, vous avez la possibilité de surmonter ces barrières linguistiques, car c'est partout le cas. Et l'avantage, le grand avantage, c'est que notre CGIS maintenant, nous avons mis tout en place et nous avons pu modifier beaucoup de choses. Et c'est par rapport au temps et par rapport à l'argent, on y gagne. Merci. Merci, merci beaucoup. Beaucoup de personnes. Et en effet, François l'a mentionné aussi, le problème de langue. Notre travail est d'interpréter et de faire en sorte que les personnes qui parlent d'autres langues puissent se comprendre. Et un des systèmes en place doivent être, ce n'est pas donc un système pour une solution, c'est une collaboration entre un nouveau système, nouveau processus et, et aussi bien par rapport aux contraintes de réglementation, eh bien, comment dirais-je? Nous devons faire en sorte que les choses fonctionnent et de ne pas avoir moins de satisfaction. Ce n'est pas ce que nous visons, bien entendu. Et faire les devoirs à l'avance, comme nous l'avons dit au début, nous devons investir beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie, et les personnes au début seront peut-être moins satisfaites, hein, mais il y aura donc un changement de gestion, hein, beaucoup de choses qui vont changer. Et à court terme, c'est vrai que les choses seront plus difficiles. Et comme vous l'avez aussi mentionné, merci beaucoup pour ces commentaires très enrichissants sur l'expérience du Rwanda. Et nous allons maintenant passer à la session questions-réponses. Nous avons déjà des questions dans la boîte de discussion en bas de l'écran. Et Gisèle, je vais donc passer aux questions. Gisèle, cela vous va? Oui, je pense que nous allons dépasser les temps. Soyez rapide, mais je pense que peut-être nous allons prendre uniquement 5 minutes pour les questions. Et sinon, que dites, vous voulez clarifier, peut-être quelqu'un a mentionné d'avoir un SIGIS à l'interne. Veuillez clarifier ceci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais clarifier, oui, en effet, d'avoir un CGIF à l'interne. On a initié le CGIF, on a essayé d'évaluer les options et on a réalisé que le nombre de licences et le coût des licences n'était pas énorme par rapport à notre économie. On s'est dit donc, faisons cela à l'interne. Ça veut dire que l'équipe du développement au ministère des Finances, on a commencé avec la collaboration avec une compagnie pour développer ce système. Ensuite, on a demandé à ce qu'il y ait aussi bien un savoir-faire qui serait imparti. On a donc travaillé avec ce code et puis en 2014, on a commencé avec une autre version du SIGIF.
Mais moi, je faisais partie des ingénieurs qui avaient développé ce système et il était nécessaire de développer cela par une équipe, par le ministère des Finances, responsable pour le développement, pour le code source. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Merci beaucoup. Il y a aussi une question euh, sur l'expérience du Bénin et je comprends qu'il y avait eu une réponse. En effet, donc le système ancien et nouveau au Bénin, il y avait deux systèmes. Je vais donc donner la parole à François. Oui, Yeah, merci can you beaucoup, madame. precisely tell us how it was managed? Merci This beaucoup. phase of double command. Je peux continuer? Je peux? OK, merci. En termes de défis, il faut dire que nous avons coûte que coûte en tête de réussir ce projet. Et comme c'est une réforme, effectivement, il y avait la résistance. Mais nous avons mis en place un mécanisme qui a facilité rapidement, qui a contribué à dissuader la résistance, qui est quoi? Nous avons mis en place la double commande, mais une double commande un peu contraignante. Donc, depuis l'ancien système, si vous effectuez une opération, vous êtes obligé de l'effectuer son image dans le nouveau système pour qu'on essaie de voir comment le système marche. Les acteurs ne voulant pas exploiter les deux systèmes simultanément, nous avons dû mettre en place une contrainte dans l'ancien système, de sorte que si l'ancien système détecte une nouvelle dépense, il se connecte au nouveau système de façon automatique pour vérifier s'il y a un similaire de dépenses qui est engagé et qui est à la même étape. Sinon, l'acteur est bloqué pour faire évoluer sa dépense dans le nouveau système. Donc voilà le mécanisme que nous avons mis en place qui a quand même favorisé à dissiper les questions de résistance et nous avons pu atteindre le défi. Aussi, nous avons fait beaucoup de formations pour accompagner les différents utilisateurs du système. Donc, voilà un peu ce que j'apporte aux questions, comme réponse aux questions posées. Merci. Plan d'action et personne n'a respecté ce plan d'action puisqu'on a dû s'adapter à des perturbations, à des nouveaux défis, c'est ce qu'on avait dit. Alors, pour gérer ces changements des plans d'action, est-ce que vous avez mis en place une gouvernance spécifique pour revoir régulièrement les objectifs du projet, Monsieur Becpon, sur la partie Bénin? Est-ce qu'il y avait une revue périodique des objectifs du plan d'action? Oui, merci beaucoup. Il faut dire que le Bénin a d'abord commencé par ce qu'on appelle l'adaptation. Le premier plan, c'était d'adapter l'ancien système. Il y avait une organisation pour le faire, mais par la suite, ce plan a échoué. C'est comme ça que nous avons opté pour la refonte, totalement un nouveau système avec le partenaire CNDI. Deuxième plan et le troisième plan maintenant, c'est le nouveau cadre de gouvernance qui est le comité de gestion du CGFP. Mais il faut dire qu'en général, nous avons en ce moment ce que nous appelons l'unité de gestion de la réforme. C'était une instance basée au ministère des Finances qui conduisait la réforme de gestion des finances publiques. Et c'est au sein de cette instance qu'il y a eu le projet d'appui à la gouvernance économique que nous appelons PAGE. Donc, c'est ce projet d'appui à la gouvernance économique qui définit au fur et à mesure la stratégie, redimensionne, remodèle et réorganise au fur et à mesure jusqu'à ce que nous ayons les résultats.
Et cette unité est patronnée par le secrétaire général du ministère et secondée par le directeur général du budget et accessoirement le directeur général du Trésor. Mais il faut dire que toute la vision a été conduite quand même par le directeur général du budget qui sait là où il doit atterrir. Merci beaucoup. Okay, and just last question to Henny. I've seen in the comments that we have Dernière question pour Annie, pour Hendrik. C'est une question sur les spécifications. Vous savez, c'est une question par Neil Cole. Et donc, est-ce que vous pensez que c'est un risque de trop spécifier les choses? Est-ce que vous pensez que c'est un risque? Oui, je crois que c'est un problème très pertinent. Euh, Si vous commencez à mettre des utilisateurs dans une salle et leur demander qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, le ciel, c'est la limite. Et donc, évidemment, si on s'occupe trop avec ce que les utilisateurs veulent, euh, on n'en finira jamais. Donc, il faut avoir toutes les spécifications en place avant de commencer, qu'il soit bien identifié, ou sinon ça va augmenter non seulement la complexité, mais aussi les coûts. Des fois, il faut remettre en place des autres systèmes, donc tout le processus de design doit être déjà fini, ou sinon ça va nous pousser dans ce domaine de trop spécifier les choses. Et la complexité va augmenter. Maintenant, il faut mettre des limitations sur ce qu'on peut faire ou ce on envisage de faire au début euh, pour pouvoir avoir exactement ce qu'on a besoin et pas ce que tout le monde a envie. Maintenant, en tant que lorsqu'il s'agit de l'équipe du projet, il faut avoir des gens qui puissent savoir exactement comment est-ce que le gouvernement marche, comment est-ce que le processus de comptabilité marche, et comme ça, on peut vraiment euh, réduire les demandes à ce qui est vraiment nécessaire pour avoir, bien sûr, il faut avoir bien sûr les différents requises euh, financières, requises budgétaires et tout cela, mais et coordonner tout cela ensemble. Maintenant, et créer un processus où on peut euh, introduire ces différents euh, aspects. Maintenant, j'ai travaillé avec plusieurs différents processus de spécification. Je sais que ensuite, si ça devient trop complexe, à la fin de la journée, on n'est jamais capable de continuer et de construire ce qu'il faut. Et il faut doucement, doucement avancer euh, pour pouvoir avoir un système qui est utilisable à travers les années à venir. Maintenant, ça, quand le projet est finalisé, il faut gérer les spécifications. C'est tout. C'est très important. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Donc, je pense qu'il y a une différence entre quelques spécifications qui doivent être spécifiées ou fonctionnalités qui doivent être spécifiées et ensuite les autres qui seraient bien à avoir mais pas essentielles. Je vais passer la parole à Gisèle pour peut-être pour voir si elle a des opinions sur les différents sujets qui ont été relevés. Merci beaucoup Nicolas, aux experts pour leurs opinions et leurs expertises sur ce qui s'est passé dans différents pays. Je sais que euh, je vois qu'il y a des questions dans la boîte de discussion ou des commentaires qui veulent euh, qui disent qu'ils sont d'accord avec le commentaire de Neil Cole et il faut comprendre ce que le gouvernement veut faire, il faut être spécifique par rapport à cela et il faut bien sûr savoir quel est le rôle des fournisseurs pour pouvoir réduire
ou faire en sorte que les coûts ne soient pas trop élevés, et pour pouvoir s'axer sur la simplification des problèmes. Et donc, comment est-ce qu'on peut prendre une approche qui est axée sur les problèmes ou sur la résolution des problèmes? Si on a juste un tout petit peu de temps, je vais passer aux dernières diapos. On essaye vraiment de comprendre comment est-ce qu'on peut euh, encourager l'apprentissage transfrontalière sur les réformes numériques. Donc, le domaine de travail, améliorer la GFP numérique en Afrique. Et comment est-ce qu'on peut apprendre ou en tirer de la valeur des expériences. Maintenant, on va regarder cela dans des différentes phases. En ce moment, on est en train de regarder des différentes phases à travers 6 mois. On essaye de savoir qu'est-ce qui se passe par rapport aux différents pays, qu'est-ce qu'ils ont besoin ces différents pays dans le futur pour pouvoir améliorer cet apprentissage transfrontalier d'une manière digitale ou numérique. Et on a fait ce premier webinaire, bien sûr. Merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Nicolas et moi, on va être en train d'étudier les différents études de cas pour savoir quels sont les éléments pratiques qui font en sorte que les réformes ont été un succès, ou les réformes qui ont été impliquées ont été un succès, avec des outils digitaux aussi, des outils numériques, et pour créer une hypothèse pour savoir quels sont les besoins des différents pays et quelle est la contribution que nous, en tant que Cabri, euh, que- que- quelle est la contribution qu'on puisse amener en tant que Cabri. Euh, pour le moment, on est en train de garder les choses un peu vagues. Euh, on est en train de mettre en place, bien sûr, les dialogues politiques ou le BPFC. Ça pourrait être, on pourrait aussi mettre en place un dashboard de quelles sont les empreintes numériques à travers l'Afrique, qu'est-ce qui a été partagé en ligne, essayer de faire de la recherche. Donc, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous donner un petit peu un retour d'information pour qu'on puisse avoir des suggestions, des conseils ou des questions. Et si on peut passer à la prochaine diapo, s'il vous plaît. Les investigations des pays, on essaye de comprendre vraiment qu'est-ce qui fait en sorte que les réformes puissent marcher, puissent opérer euh, normalement, et quelles sont les idées qui ont été relevées par les intervenants, et comment est-ce qu'on peut faire en sorte que les bonnes personnes sont sur l'équipe, euh, donc dans des processus de candidature, les programmes à travers IFNES ou comme on dit CGIF, et on veut faire en sorte que la gouvernance soit correcte. Comment est-ce qu'on peut partager des différentes conversations avec les ingénieurs, des logiciels, les structures de gouvernance, pour qu'on soit tous sur la même page. On, on a commencé à penser à tous ces différents éléments, ces 6 éléments, comme vous les voyez devant vous en ce moment, de définir les améliorations fonctionnelles souhaitées, adopter une approche adaptive, utiliser des outils qui facilitent la prise de décision, et possiblement autre chose, renforcer les expertises et les capacités et les compétences, améliorer les mesures, la qualité des données, euh, et comment est-ce qu'on peut s'engager envers le gouvernement pour faire un design du système qui ensuite se traduira en un système qui utilise les données proprement, et en même temps pour améliorer la qualité des données. Et donc, voilà. L'idée, ça serait qu'à travers les investigations des pays, on peut identifier quels sont les éléments qui sont les plus importants, et quels sont ceux avec lesquels on a plus de difficultés, quels sont les exemples qui montrent que ça a bien marché. Euh, Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Juste pour vous rafraîchir la mémoire, on n'est pas en train de regarder ou d'étudier ou pour faire en sorte que les réformes soient dans une forme de finance administrative. Si vous avez envie de participer dans ces investigations,
n'hésitez pas de nous contacter pour donc. Et encore une fois, comme j'ai dit, nous ne nous intéressons pas uniquement à l'expérience de CGIS, mais aussi à toute réforme numérique à laquelle a participé le MDF. Donc, on a besoin, je veux juste réitérer, on aimerait bien vous demander de nous rejoindre pour faire un design euh, et pour pouvoir améliorer le travail, pour pouvoir répondre à vos besoins. Donc, si vous avez des suggestions, des défis ou des choses que vous avez envie de partager par rapport à ce travail, euh, n'hésitez pas. Je vais mettre mon adresse email dans la boîte de discussion. Si vous avez envie de faire partie des investigations des pays pour nous aider à faire des investigations sur vos pays, pour voir les réformes que vous avez mises en place, euh, ces choses-là aussi, on, 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 on aimerait bien beaucoup travailler avec vous. Donc, et on apprécierait ça beaucoup. Donc, je vais finir là. Je vais passer la parole à Dr. Kay Brown pour la dernière parole et pour clôturer la séance. Merci beaucoup à tout le monde. Moi, je veux juste vous remercier de manière formelle et donc on disait que SIGIS est la navette spatiale. Maintenant, on est en train de parler de l'univers et tous les différentes navettes spatiales. On essaye de vraiment viser pour le ciel et essayer de vous aider le plus que possible. Comme Gisèle l'a dit, s'il vous plaît, n'hésitez pas de nous contacter avec vos succès ou avec vos histoires ou avec votre expérience par rapport à la digitalisation. Euh, Par rapport euh, aux décideurs aussi et pour pouvoir faire en sorte que tout le monde soit content avec les résultats. On veut aussi savoir quels sont les défis. S'il vous plaît, n'hésitez pas de nous contacter. Donc, encore une fois, merci à nos orateurs, nos modérateurs et au revoir à tout le monde. Diapo à l'écran. Ah, je vois que cette séance aussi est enregistrée. Donc,